Merci beaucoup. Alors, me rends compte que j'ai laissé toutes mes excuses, hein, cet appareil allumé tout ce temps-ci. Est-ce que je peux, moi j'ai beaucoup de questions à poser, mais je ne vais pas monopoliser la parole, mais je peux quand même en poser une avant de passer la parole à la salle. Au début de cette présentation, hein, il a été question de Théotokos qui voulait devenir européen. Et pas juriste. Et pas juriste, oui, ça, on a compris. Mais ça, il faut allumer là. Ah, ouais. Donc, ça veut dire qu'il ne se sentait pas européen, primo. Et puis, au bout du processus, est-ce qu'il y a eu ce sentiment d'identité européenne? En quoi consiste l'identité européenne dans les années, je ne sais pas, 40 ou 50, dans l'esprit d'un intellectuel comme Théotokos? Parce qu'aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Et puis, peut-être une question qui est en rapport avec, je ne sais pas si elle est en rapport, mais je la poserai quand même, c'est cette affaire de polarisation qui a été mentionnée, c'est-à-dire le schisme national, et une polarisation qui traverse, dépolarisation qui traverse l'histoire de ce pays depuis avant sa fondation. Hein. Il y a d'innombrables exemples des divisions très profondes dans l'histoire des Grecs, d'une manière générale, et comment justement il a contribué à radoucir un peu ces divisions, enfin, quel a été son apport à lui. En fait, j'essaierai d'éviter une deuxième conférence, mais disons que jusqu'à une époque très récente, le terme utilisé par nous vivant en Grèce était je vais en Europe. Ce qui veut dire, au lieu de dire je vais en France ou je vais en Italie, etc. Alors, pour quelqu'un qui n'était même pas né à Athènes, mais à Constantinople, à savoir en plein Orient, et qui avait fait ses études en Grèce, devenir européen était de dépasser un peu cette... les Anglais auraient utilisé le terme self-inclusion, devenir plus ouvert, plus cosmopolite, etc. L'essentiel pour lui, l'essentiel au terme européen voulait dire, je pense, cette ouverture, cet échange d'idées qui n'était pas évident dans son pays, dans l'entre-deux-guerres. Et donc, l'idée européenne, avant tout, c'est cette ouverture. Et je pense que le sens de cette ouverture se trouve, même aujourd'hui, au centre de ce que nous tâchons de construire comme identité européenne. Avant tout, c'est cet échange d'idées, etc., auquel s'oppose ce sentiment identitaire. En ce qui concerne le dépassement du schisme national, là, les choses sont plus compliquées. La manière de faire de la politique en Europe, en Grèce, bien entendu, à l'opposé de ce qui est le cas dans pratiquement tous les pays européens, est très, pour utiliser un terme plus neutre, très majoritaire, très polarisante, dirais-je. Il n'y a aucun autre pays européen où l'opposition n'utilise aussi souvent le terme. Je vous enverrai à
à la cour de la République, car vous irez en prison. Vous enfreignez la loi, dites cela au gouvernant, et vous irez en prison. Depuis l'époque de Trikoupis, tous les grands dirigeants grecs ont été menacés d'aller en prison ou ont même subi des procès pour aller en prison. Certains sont même allés. Je vous rappelle que c'était le cas de Trikoupis, c'était le cas de Venizelos, c'était le cas de Constantin Karamanlis, c'était le cas d'Andreas Papandreou. Et ça continue toujours. Alors, cette polarisation extrême, qui est un DNA qui s'explique, ce n'est pas, je n'invoque pas, vous savez, une tendance abstraite des Grecs vers cette polarisation, mais il y a des raisons très concrètes qui nous conduisent à cela. Et pour Theodokos, c'était peut-être la source d'un certain nombre de mots. Mais dans l'entre-deux-guerres, plus spécifiquement, cette polarisation entre deux grandes familles politiques qui n'avaient pas tant de choses à séparer, les royalistes d'une part et les vénizélistes de l'autre, était pour lui encore plus inexplicable, surtout après la catastrophe d'Asie mineure et le retour en Grèce de plus d'1 million de réfugiés. Il fallait se mettre au travail et travailler tous ensemble pour réparer les blessures du pays. Et cela n'était pas le cas. Alors, il a voulu, en premier lieu, transposer en Grèce un conflit sur des bases nouvelles, et les bases modernes du conflit politique étaient la séparation entre droite et gauche, et pas entre vénizélistes et royalistes. C'est la raison, en mon opinion, pour laquelle il a critiqué le communisme, et pas des raisons idéologiques. Il fallait construire la vie politique sur une base nouvelle, sur un conflit différent. Et deuxièmement, du moment où cela serait le cas, de ne pas utiliser la violence, mais seulement les moyens modérés pour gagner le pouvoir et y rester. Donc ça, c'était, en mon opinion, un trait essentiel de ces interventions politiques. Faire un débat moderne politique avec un changement des partis qui n'avait rien à voir avec ce qu'en Grèce représentait le schisme national, mais en même temps en évitant la guerre civile et le schisme. Voilà. Merci beaucoup. Je vais quand même vous donner... Non, c'est comme ça. Alors, je voudrais prendre des questions. J'ai même allumé ici le micro pour vous le passer. J'en profite pour dire qu'il y avait avant, il y a une vingtaine d'années, devant l'hôtel Pera Palace à Istanbul, un grand panneau, comme le panneau de la route, où c'était écrit Europe. Hein, c'était la direction de l'Europe. Vous vous souvenez tu te souviens de ça, Frédéric? Oui. Alors, qui veut poser des questions? Une seule. Enfin, plusieurs. Oui. Oui, merci beaucoup pour cette intervention. Oui, ce que je voulais rappeler, c'est que la Grèce, en fait, a un conflit qui est très long, qui commence dès les guerres balkaniques et qui va jusqu'à 1922. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la Première Guerre mondiale. Ça commence en 1912, ça va jusqu'en 1922. Et c'est vrai que les Grecs se sont engagés sur plusieurs fronts, à plusieurs reprises. Et qu'en plus, par-dessus ça, comme vous l'avez rappelé, effectivement, il y a le conflit entre Constantin et les royalistes et Vénizelos. Et c'est vrai que ça va durer très très longtemps, cette histoire. Absolument. Et ça laisse des traces jusqu'à pratiquement, non, je dirais pas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, je veux dire, et au-delà. Et c'est vrai que quand on est originaire d'Istanbul,
de Constantinople et qu'on a ces conflits, on ne sait plus trop vers qui se tourner finalement. Parce qu'en plus, on est originaire d'un pays qui, à l'issue de la Première Guerre mondiale, va être du côté des perdants, va être occupé. Après, on va se retrouver démobilisé. C'est extrêmement compliqué. Et je comprends. J'arrive même pas à expliquer vraiment. Mais quand on connaît l'histoire, on comprend cette confusion qu'il peut y avoir et ce refuge quelque part de l'Europe qui est une sorte de stabilité à l'issue de la Première Guerre mondiale. Absolument. Et d'ailleurs, c'est un conflit. La question que je me posais d'ailleurs, c'est est-ce que, par exemple, on a fêté les commémorations de la Première Guerre mondiale de façon très importante en France, et la Grèce, qu'est-ce qu'elle a fêté au moment, qu'est-ce qu'il y a eu comme commémoration en Grèce pour rappeler ces événements de 1914-1918 ? Absolument. Alors, anecdote numéro 1. Il y a une dizaine d'années, Léonis, le roman le plus lu de Theotokos, l'histoire d'un jeune enfant à Constantinople, traduit par Madame Richet ici présente, a été traduit en turc pour la première fois. Alors nous sommes allés à Constantinople avec ma mère, qui avait l'âge de 95 ans à l'époque. Donc il y avait une présentation très bien organisée par l'éditeur, avec un professeur de littérature grecque moderne d'Athènes, et un professeur de littérature et un historien, deux professeurs turcs, un historien et un professeur en critique de littérature. Alors, ils avaient bien entendu lu Léonis et commenté, d'une manière très polie d'ailleurs, que le seul personnage qui parlait le turc dans Léonis était le gardien du jardin de... Seul le gardien du parc de Taksim. Et ma mère, d'une manière tout à fait, sans se rendre compte de ce qu'il disait, employait le terme armistice, que vous avez entendu ici même. Alors, à un certain moment, mais vraiment d'une manière très polie, l'historien turc lui a posé la question: « Madame, ce que vous appelez l'armistice, c'était pour nous l'occupation. » Alors, vous comprenez que même établir un langage commun pour pouvoir s'entendre n'est pas facile. La manière de voir les choses est tout à fait différente si on est d'un côté ou si on est d'un autre. Vous avez absolument raison, mais il me semble que la Grèce, malgré toutes ces aventures des dernières années, depuis le rétablissement de la République en 1974, devient plus ou moins un pays européen où le conflit est plus ou moins européen, avec bien entendu des excès que vous connaissez très bien et que j'éviterai de commenter à cette occasion, mais disons un conflit calqué sur le genre de conflit que l'on connaît en Europe. Et je dirais même, dans une certaine mesure, assez précurseur de ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Mais la Turquie, les choses là sont beaucoup plus compliquées, avec ce qui vient de se passer. Et j'éviterai aussi, une fois de plus, à commenter, car ce sont des choses qui ouvriraient un très long débat. Bon, merci beaucoup. Madame la professeure Marie-Lise Amitsou, qui enseigne ici et en Allemagne. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai apprécié beaucoup ce que vous avez dit sur la France comme le centre de l'Europe dans la représentation de Theotokos.
Et je voulais demander, quand on lit le roman que vous dites qui vient d'être traduit en français, La Voix sacrée, on a quand même un peu l'impression qu'il a une certaine admiration envers les Allemands qui descendent du Nord. La description qu'il fait des Allemands est assez bizarre, je dirais, surtout dans ce premier livre. Pas dans Les Malades et Voyageurs, mais dans La Voix sacrée. Comment est-ce que vous expliquez ce point de vue en 1946 avec toutes ces expériences très récentes à l'époque. Oui, voilà. oui. Je dois dire que Theotokos était resté à Athènes pendant l'occupation, et en lisant dans son journal l'évolution de ses sentiments, on comprend très bien son état d'âme. Effectivement, il a été très critiqué. Il décrit l'allemand comme quelqu'un de... vous savez, l'image très connue de quelqu'un qui écoute Wagner et qui, en même temps, effectue des tortures contre ses ennemis, un peu. Mais disons que l'image de l'allemand qui est avec un sang-froid énorme, exécute des ordres, parfois en faisant preuve d'une certaine tolérance à l'égard de la culture. Vous savez, les Allemands qui assistaient aux représentations de la tragédie au théâtre Herodes Atticus sous l'occupation. En première ligne des premières présentations de Maria Callas, vous aviez des officiers allemands, etc. Alors là, quand on lui a posé la question « mais vous êtes indulgent à l'égard des Allemands », Theotokos a répondu « je voulais les comprendre ». Et finalement, il a pris le risque de ne pas seulement dénoncer, car il le fait, bien entendu, mais aussi de souligner ces aspects de sa personnalité qui lui a causé une critique très forte, surtout de la part de la gauche. Et pour vous donner un exemple de la manière dont il pensait, sous l'occupation, en plein, c'était après Stalingrad, après El Alamein et Stalingrad, quand il était persuadé que la guerre allait être perdue par les Allemands, les questions qu'il se posait étaient les suivantes. Pourra-t-on construire une Europe unie sans les Allemands? Il ne faut pas les humilier. Il faut travailler avec eux pour construire une Europe unie, etc., etc. C'était sa façon de voir les choses, que je dois dire, comme quelqu'un de bouillonnant très facilement. Nous n'avons pas eu le même sentiment pour les Allemands, car nous n'avons pas vécu l'occupation, mais nous avons vécu cela avec les Américains, sous la dictature des colonels. Moi, je n'étais pas de ceux qui pouvaient, avec un tel sang-froid, voir les choses. Ce n'était pas le cas de Theotokos. Theotokos voyait cela avec une distance, en voyant un peu plus loin que tout le monde. J'avais un peu ce sentiment. Oui. Non, je crains que... Ah, voilà, il y a un monsieur qui... Mais moi, j'ai des questions. Voilà. Pendant très longtemps, je ne les pose pas parce qu'il faut quand même être sincère. Hein? Voilà. C'est qui ici? Voilà. Oui, en fait, je vous faisais signe pour la deuxième anecdote. Mais vous avez évoqué les cours que suivait Theotokos auprès de Charles Gide. Et je voulais savoir si dans la formation de sa pensée sociale, il y avait une vision économique de Theotokos. Ce n'est pas un économiste, mais tout ce que vous avez dit montre qu'il y pensait. Absolument. Et donc il doit y avoir... Vous avez peut-être quelque chose à nous expliquer sur ce point-là. Voilà. Absolument. Mais vous savez, à l'époque, il y a un certain romantisme dans ce genre d'approche. Il parlait de nationalisation du système bancaire, de la grosse industrie, etc., assez facilement,
Aujourd'hui, ce débat est tout à fait dépassé et périmé. Mais je vous rappelle que même dans le programme commun de la gauche en France en 1972, ce genre de choses n'était pas considéré comme périmé. Alors lui-même était un keynésien, dirais-je, très très dévoué. Il parlait de socialisme, mais en même temps, surtout dans les années 40, c'était très à la mode. Sans parler du général de Gaulle et des nationalisations qui ont suivi la libération en France, il fallait voir l'idéologie et le programme de cette socialistienne aussi, Union socialiste, à laquelle participaient en Grèce Constantin Karamanlis, Constantin Tsatsos, Zolotas, etc. Alors, je ne suis pas tout à fait certain que ces intellectuels tout à fait à l'opposé du camp socialiste, en fait, si on utilise le terme au sens actuel, avaient pleinement conscience de ce qui se passait, mais de ce qu'ils voulaient dire. Mais en fait, on trouve surtout devant le problème social, des analyses très poussées sur le besoin de nationaliser les banques, les services, les grands services, etc. Moi, je me demande juste une petite... une autre main, j'ai l'impression, non, une dame a rangé sa veste. Oui, oui. Non. Moi, je me demande si finalement il n'y a pas un décalage important qui est ressorti, qui ressort de cette présentation entre Theotokos et la vision de l'Europe, etc., et la société grecque des années 30, parce qu'elle est faite en grande partie, en une bonne partie des réfugiés d'Anatolie, appauvris, tout à fait dans un état... Et puis des gens qui doivent, pour une bonne part, construire leur grécité, qui ne se sentent pas forcément encore grecs, hein, surtout des réfugiés qui viennent des régions turcophones, ils sont peut-être orthodoxes, chrétiens, etc. Il y a le sentiment de l'appartenance roum, mais entre le roum et les Hellènes, il y a du travail à faire, non? Ce n'est pas... Donc, Theotokos, il me paraît un peu avoir fait une migration intellectuelle déjà à l'époque de la guerre. Lui, prématuré. Enfin, en tout cas, avant les autres. Hein. Oui, oui. Non? Il parlait du besoin d'unifier l'Europe, même avant la guerre, dans les années 30. Et avec la critique qu'il adressait à Julien Banda, c'était le sens. La France devait être le leader d'un effort d'unification européenne au niveau continental. Je ne pense pas que... Vous avez absolument raison de souligner ce besoin, mais disons, c'était lui-même, disons, qui insistait sur le terme grécité et hellénikotita, mais un terme qui voulait être teinté par la dimension européenne. La grécité ne saurait être à elle seule un point de repère sauf si elle était ouverte à l'Europe. Anecdote numéro 2, personnelle. J'avais pendant peut-être l'avantage le plus spectaculaire des universitaires grecs, je ne sais pas si c'est le cas en France, c'est d'obtenir un congé sabbatique tous les 6 ans. Alors, tous les 6 ans, nous avions l'occasion de visiter une université étrangère pour s'enrichir. C'est ainsi que j'ai découvert l'Amérique, après la France, bien entendu, dans les années 80. Alors, je me souviens à Princeton, où j'ai passé un congé sabbatique et où je présentais un
thème qui peut-être pourrait vous intéresser, la place de l'Église orthodoxe dans la société grecque, et la question des liens entre l'Église et l'État en Grèce, etc. Et bien entendu, je présentais tous les éléments du dossier et en disant que finalement, malgré l'influence de l'Église orthodoxe, au niveau des institutions, de la démocratie et du parlementarisme, la Grèce a suivi son chemin plutôt orienté vers l'Europe, vers l'Occident, que vers l'Orient, où l'Église, à plus d'une reprise, l'a poussé. Alors, un collègue espagnol a levé la main et m'a dit ce qui suit. Il ne faut pas s'étonner. Même aux temps les plus difficiles, vous aviez toujours maintenu des liens avec l'Europe. Les familles bourgeoises grecques envoyaient leurs enfants à faire des études en Europe. Tandis que chez nous, en Espagne, les Pyrénées étaient un obstacle énorme. Nous avions la Hispanidad, il avait utilisé le terme Hispanidad, à savoir cette tendance à voir l'Amérique du Sud, l'extension de l'Espagne, non au nord, mais à l'Amérique du Sud. Et je dois dire que, en voyageant à l'Espagne au cours des dernières années, à une ou deux reprises, j'ai été beaucoup impressionné par ce fait indéniable. Ils ne parlent pas de langues étrangères, les Espagnols, très peu. À comparer avec la Grèce, la différence est énorme. L'anglais, pas le français malheureusement, mais l'anglais aujourd'hui en Grèce, tout le monde parle anglais. Tandis qu'en Espagne, ce n'est pas le cas. Il parle le français et il parle aussi. Voilà. Hein? Oui, oui, je vous apporte ça. On communique en tout cas avec les Espagnols très facilement. Merci. Monsieur le professeur, d'abord, suite à votre exposé magnifique de la vie de M. Theotokos, mais une question à vous poser. Je comprends très bien, on n'a pas entendu beaucoup pour sa vie privée. C'est normal. Vous êtes de la famille, une discrétion s'impose. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup de savoir un homme si beau, si élégant, à Paris, la ville érotique par excellence. Il devrait avoir quand même une vie assez, je vais dire, intéressante et tout. Est-ce que vous pouvez éventuellement donner, pas évidemment des noms, mais est-ce qu'il était vraiment, parce que vous avez dit première femme, deuxième femme, je ne connais rien. Qu'est-ce que c'était la vie privée de M. Theotokos? Très brièvement. Le drame, entre guillemets, de la famille était que Theotokos refusait de se marier. Pour un jeune homme grec, c'est un péché. Et voilà. Dépasser les 40 ans et ne pas se marier, quelque chose ne va pas bien. Alors, dans son journal, on voit pas mal d'histoires, mais pas à l'époque de ses études, je n'ai rien là-dessus. Dans les années 30 à Athènes, on voit pas mal d'histoires avec des dames qu'il évite de mentionner avec leur nom. Ce qui est tout à fait évident et extraordinaire, c'est le coup de foudre qu'il a eu avec sa première femme, à l'âge de 43 ans, en 1948. Il avait visité Thessalonique pour donner un discours d'ailleurs sur le mouvement des idées à Paris, à une époque, à une école de Thessalonique. Et il est tombé amoureux d'une femme venant de Thessalonique, très belle, assistante de Andronikos, byzantinologue,
avec qui il s'est marié au bout de 2 mois. Alors là, pour quelqu'un avec le sang-froid de Théotokos, voir dans son journal des pages entières marquées avec le mot amour, 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 bien que cela, je dois admettre, je l'ai vu aussi dans les lettres à Anne, adressées par le président Mitterrand aussi, à son autre amour, des pages entières avec les mots amour, 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 amour. Alors, c'est pas, je ne dis pas que Mitterrand a copié Théotokos, bien entendu. Mais voilà, pour un homme de 43 ans, c'est vraiment... Alors là, du moment où il est tombé amoureux avec cette femme, malheureusement, il a vécu plus ou moins un drame. Il voulait des enfants. Et ils n'ont pas pu obtenir. Et, dans les années 50, il paraît qu'une thérapie était, pour les femmes qui ne pouvaient pas faire des enfants, était de prendre des hormones, ce qui a provoqué un cancer horrible. Et cette femme est morte au bout de 2 ans, après avoir fait 3 fois le tour de l'Europe aux meilleurs hôpitaux que vous pouvez vous imaginer. Là, vous avez eu le tournant de Théotokos vers l'orthodoxie. Et il n'était pas athée, il était toujours sensible à l'égard de la religion, mais il n'était pas croyant. Alors là, il est devenu croyant à la fin des années 50. Et si vous entrez dans l'Internet aujourd'hui, vous verrez une critique adressée par quelqu'un que je ne connais pas, citant Théotokos de la fin des années 50 et du début des années 60, parlant de l'Église orthodoxe, etc., etc., que son neveu, qui a l'audace de parler de lui, ignore et parle de lui comme s'il n'était pas, etc. Ça, vous pouvez le lire aujourd'hui sur Internet. Le deuxième mariage a eu lieu 3 mois seulement après sa fin. Alors là, à l'âge de 60 ans, nous avons tendance un peu d'être soignés par des femmes plus jeunes, et c'était le cas finalement, mais il est mort très vite. Oui. Yannis Kourtsakis, un ami, auteur de renom à Athènes, qui moitié culture moitié grecque, moitié française. Oui. J'ai l'impression que, d'après ce que vous avez dit, il y a une évolution très nette, idéologique chez Théotokos depuis sa jeunesse. Si j'ai bien compris, au départ, il était marxisant ou marxisant, marxisant plutôt. Je ne pense pas qu'il était membre du Parti communiste. Ça, j'ai pas. En arrivant à Paris, il était marxisant, disons. Voilà. Oui. Et lorsque, en 31, il écrit devant le problème social, c'est plutôt un libéral de centre droit, disons. Vers la fin de sa, oui. Absolument. Vers la fin de sa vie, vous avez parlé de son amitié avec Thyrimokos qui devient premier ministre du roi, et lui, il prend parti nettement pour Papandréou à l'époque. Absolument. Et on a l'impression que c'est un homme de centre-gauche. Absolument. Un social-démocrate. Absolument. Et, ensuite, de gauche, car il a publié dans Thémélios. Oui. Thémélios, c'était la maison d'édition de la gauche communiste. Et à la fin de sa vie, il y a ce tournant à l'orthodoxie qui est assez étrange, enfin, assez énigmatique, disons. Oui. Ça, c'est une question comme ça. Et puis, une remarque plutôt plus générale. Vous avez parlé, enfin, que Théotokos voulait être européen, mais ça, c'est le rêve grec depuis l'indépendance. Et même avant l'indépendance, vous avez dit que les familles envoyaient... C'était le rêve grec, sortir du despotisme oriental et devenir un État européen, un pays européen. Donc, et on disait, on veut à l'Europe parce qu'on sentait la différence, n'est-ce pas? On sentait la différence. Ouais. Alors, anecdote numéro 3. Elle vient de la vie intellectuelle athénienne plutôt récente. À la faculté de droit, disons, la culmination des efforts d'un professeur de droit est de devenir membre de l'Académie d'Athènes, académicien.
nous avons une académie calquée sur le modèle français, à savoir vous avez des peintres, des auteurs, des juristes, des hommes de science, etc., tous ensemble. Et donc, cette académie est considérée comme, être membre de cette académie est considéré comme très prestigieux. Alors, et c'était en 1999 où un éminent professeur de droit civil, parmi vous les juristes doivent se souvenir de lui, le professeur Apostolos Georgiadis, civiliste de renom, très connu, est devenu membre de l'Académie. Il nous a envoyé des invitations d'assister à sa conférence inaugurale. Nous y sommes allés. Vous aviez là, sous le gouvernement sémite, bien entendu, mais tout l'establishment d'Athènes, le président de la République, l'archevêque Christodoulos, alors que Georgiadis était le président du conseil juridique de l'Église orthodoxe, etc., et des ministres, tout ce qu'il y a de plus establishment et conservateur dans Athènes. Nous étions assis avec Paschalis Ketromelidis, un ami, et nous commentions. Le thème de la conférence était le droit civil hellénique à la veille du nouveau millénaire. Alors, les juristes parmi vous savent très bien que le droit civil comprend 5 chapitres essentiels, mais c'est surtout le droit familial qui reflète les mœurs et l'évolution des sociétés. Alors, en 1999, il y avait déjà une vingtaine d'années que le mariage civil, malgré les objections de l'Église, avait été reconnu en Grèce. Le divorce dit automatique, malgré, quand on quitte son époux, on peut demander un divorce si au bout de 2 ans, même si on est responsable de quitter l'époux, on ne se réunit pas, etc. Tout ça avait été établi par le premier gouvernement Papandréou dans le début des années 80. Alors, comment allait-il approcher ce problème? Et surtout, à l'époque, les journaux écrivaient beaucoup, le mariage entre personnes du même sexe. C'était la Hollande qui avait voté sa première loi à l'époque, la Belgique suivait, et on voyait une tendance. Alors Georgiadis, devant l'archevêque, a commencé à aborder le sujet en disant que maintenant nous avons bien entendu le mariage civil. Et en Hollande, très récemment, je faisais comme ça, voyons ce qu'il va dire. En Hollande, très récemment, une loi a été votée qui permet aux personnes du même sexe de se marier. La Belgique suit. Vous avez le Pax en France, pas encore le mariage pour tout le monde, etc., etc., etc. Alors que nous nous attendions qu'ils disent que ce genre de choses ne peuvent pas se passer en Grèce, car c'était... Et il nous a étonnés. Nous verrons bien quand est-ce que ces évolutions viendront en Grèce. C'était sa manière de voir les choses. Pourquoi j'ai cité cet exemple? Pour vous dire que les élites grecques, pour des raisons qui ont à voir avec les liens qu'ils conservent, avec leur alma mater, leurs universités européennes, etc., ne veulent pas paraître arriérés. Ils veulent paraître tout à fait à la hauteur des nouvelles évolutions. Ce qui est étonnant, je dois dire. Et nous sommes en train de vivre ce genre d'exemple dans la vie quotidienne d'une Grèce très conservatrice, surtout au niveau sociétal, avec les élites jouant un rôle positif, finalement. Moi, je voulais juste dire, vous avez parlé du virage qu'a pris
Théotokos vers l'orthodoxie, Oui, n'est-ce pas? seulement. Et il y a eu d'autres exemples parmi les intellectuels grecs. Enfin, je peux vous citer celui de Kostis Moskov, qui était un historien et membre du Parti communiste de Salonique, et qui, à la fin de sa vie, était quand même très proche de l'orthodoxie aussi. Il y a eu, enfin, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle. Et voilà. Donc, c'est un itinéraire qui apparemment est assez... on peut faire aussi ces genres de... Je dirais que c'est une spécificité de la Grèce. Ah, oui, donc il y a aussi cette possibilité. Écoute, Yannis, c'est un problème qui m'a beaucoup préoccupé quand j'écrivais l'introduction à ces textes politiques. Alors, je me suis fié à ma mère. Et ma mère insistait que c'est le drame personnel qui a joué un rôle principal et pas une évolution autonome. Avec quelqu'un... Il avait besoin de s'accrocher. Voilà, il avait besoin de s'accrocher. Oui, pas du tout. Que votre mère a été un peu pratiquante quand même, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Mais le drame personnel n'est pas une évolution à elle seule, vous voyez. Alors Yannaras m'a critiqué sur ça. Vous dites que c'était une anthropine dynamia, une... n'en reste pas moins voilà. l'admirateur de Théotokos. C'est qui est curieux. Le contraire. Mais on peut critiquer et être admirateur quand même. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. D'autres questions? Je ne vois pas. Hein? Il faut faire plus haut. Sinon... Ouais. Oui, bien sûr. Oui. Et en fait, moi, je sais que Séphéris, quand il correspondait avec Théotokos, il l'appelait mon cher Fabrice. Voilà. Et ça m'a toujours intriguée. Et Moscas. Voilà. Et en fait, quand il est venu en France, quel genre de la littérature, quelle était... Absolument. Oui, il devait avoir Stendhal, Balzac, etc. C'était... Oui. Et pourquoi Fabrice, c'est ça? Fabrice del Dongo, c'est le romantisme, vous savez, le rouge et le noir. Et, non, la chartreuse de Parme. Et, c'était... Il faut lire cet échange de lettres avec Séphéris, qui d'ailleurs, malheureusement, le livre est épuisé. Mais, en mon opinion, Séphéris, c'est dur, stable, et Théotokos est un peu frivole. Alors, voilà. Donc, Fabrice del Dongo. Mais disons que la littérature française, c'est... Voilà. J'ai pu lire, je vous ai parlé de ces livres d'histoire, j'ai pu lire dans sa bibliothèque les originaux des livres de la bibliothèque familiale, Balzac, etc., avec des traits, etc. Il lisait ça très, très jeune. Ouais. Oui. Attendez, je vais vous apporter le micro quand même. Je remonte parce que j'ai une meilleure visibilité, vous voyez. Je me demande si Théotokos a des relations profondes avec des intellectuels français à cette époque dont il travaille. Je ne dirais pas profonde, mais celui qui a effectué un long séjour en Grèce, avec qui ils sont rencontrés, on trouve des notes dans son journal intime, était André Gide. André Gide, paraît-il, était pour cette génération des années 30 un symbole. Alors là, vous aviez à la fin des années 30 une visite d'André Gide et une rencontre avec Dimaras, etc., qui l'avait beaucoup impressionné. Mais aussi, paradoxal que cela puisse paraître, celui qui avait le plus impressionné à la même époque Théotokos,
c'était Henry Miller, qui était venu et qui a écrit le Colosse de Marussi sur Katsimbalis, etc., avec qui ils se sont rencontrés plus tard, etc. Je ne pense pas que Theotokos ait osé de visiter même Gide à Paris en 1946, quand il est revenu. Je pense qu'il y avait une certaine distance. Et puis là, et j'ai même apporté le livre, car c'est un livre qui pourrait vous paraître utile si vous ne l'avez pas, je vous l'ai apporté. Il a reçu Camus à Athènes en 1955. Là, il y avait un colloque organisé à l'Institut français d'Athènes où il parlait de l'avenir de la civilisation européenne. Et Camus, il y avait 5 intellectuels grecs, dont Theotokos, Papanouchos, Tchatchos, Theotokos et Vegleris, un juriste, et Camus commentait. Alors là, vous avez aussi un deuxième lien, mais je ne dirais pas qu'il y ait une relation forte, humaine, etc. Ça, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il a maintenu des liens étroits avec d'autres intellectuels français. Par contre, avec Jean-Paul Sartre, il n'était pas du tout positif. Il parle très négativement sur Sartre quand il vient à Paris, quand il suit des conférences de Sartre dans son journal. Pas très négativement. Il est très critique. Il est critique, mais pas très négativement. C'est quelque chose de l'existentialisme à l'époque. Ce n'était pas encore la gauche, ce n'était pas encore le marxisme pour Sartre. Non. L'existentialisme, c'était quelque chose qu'il ne comprenait pas beaucoup. Et les pièces de théâtre qu'il voit de Sartre? Ça, je ne me souviens pas. C'est dans le journal, oui. Je ne me souviens pas. Non. Est-ce que je peux poser une avant-dernière question, parce que je vois qu'il y a là aussi Je voulais juste savoir, que reste-t-il à la fin de sa vie d'Istanbul? Il a revisité Istanbul en 1952. Oui, mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il reste? Difficile question. Je ne sais pas si vous avez la même expérience que moi. Avec les personnes qui ont subi l'exil, ils ont un sentiment beaucoup moins hostile à l'égard de la Turquie que les gens qui n'ont pas subi sur leur peau ce genre de... la violence turque. Alors avec Theotokos, vous pouvez même lire une conférence dans ces textes politiques des années 60, dans laquelle il parlait de l'amitié gréco-turque, les deux peuples doivent s'entendre. Et il allait même à soutenir, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a même à soutenir que comment dirais-je, la super-énergie des Grecs pourrait éventuellement s'exprimer en retournant sur les côtes d'Asie mineure, car 30 ans ou 40 ans de 1922 n'est pas une longue période. Alors vous lisiez des choses pareilles, comme si le cauchemar de 1922 devait cesser d'exister. Et les peuples devaient, une fois de plus, s'entendre et trouver les moyens de s'entendre eux-mêmes. Ok, on va peut-être prendre une dernière question, si vous êtes d'accord, et puis nous irons... non, mais nous irons prendre un verre dehors qui a été préparé par... oui, vous souhaitez intervenir. Bon, je sais que je vais céder. Oui. Bonsoir, monsieur. J'aurais une très courte question.
Monsieur Theotokos, il est né à Constantinople. Il a commencé l'apprentissage de la langue française vers 11 ans, vous nous avez dit. Moins que ça. Pardon? Moins que ça. Plus jeune que ça. Plus jeune que ça. Moi j'ai une petite question. Ses parents, ils étaient nés aussi à Constantinople ou c'est la génération qui venait de Chios? Et ses parents, sa mère était née à Constantinople. Sa mère était née à Constantinople également. Son père venait de Chios. Venait de Chios, très bien. Moi, j'aurais une petite question. Est-ce que M. Theotokos, il connaissait, il avait appris le turc, la langue turque? Pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. C'est curieux quand même ça, parce que... C'est révélateur même. Non, je pense que c'est curieux parce que les garçons, dans les écoles de garçons, on enseignait quand même obligatoirement le turc à partir de la fin du 19e siècle. J'ai même trouvé des cahiers... Donc c'est curieux qu'il n'ait pas appris le turc. J'ai même trouvé des cahiers avec des noms turcs et plein de dessins. Il faisait des blagues à la classe. Il n'apprenait pas ça, c'est évident. Bon. Une dernière anecdote personnelle Oui. N'est-ce pas? Je veux poser une question. Monsieur le professeur, vous avez dit que le grec, au-delà de Theotokos, ils ont eu toujours une envie d'être européens. Première remarque, si je pourrais. Je suis céphalonienne, je viens du côté de cette île. Je pense que votre origine, c'est à peu près le même. Donc, du bon côté. Du bon côté. Et j'ai grandi à l'âge de 12 ans dans des collèges de la Grande-Bretagne. C'est normal parce que les 7 îles, on a eu les Anglais. Et mon père, avant la guerre, il a pu regagner l'Allemagne avec certains céphaloniennes et autres. Pour des études de la médecine, c'était rare de quitter une île pour faire des spécialités en Allemagne à l'époque, avant la guerre. Après la guerre, c'était la Grèce dans un état très difficile et ils n'ont jamais pu, la majorité, c'était seulement une société très privilégiée à l'époque, de pouvoir voyager en Europe et pas même avoir la chance de faire des études. Donc, si aujourd'hui le grec, on parle d'aujourd'hui, et ils ont connu une vaste possibilité de fréquenter cette Europe que vous avez parlé, c'était par des conditions assez spéciales politiques. Et Karamanlis, qui a pu sortir pendant les colonels en France, il a connu Giscard d'Estaing, et il a pensé, il a eu l'idée personnellement de faire entrer la Grèce dans cette Europe. Bien fait ou mal fait, ça l'histoire va le critiquer. Donc ce n'était pas à l'époque de Theotokos l'envie des Grecs d'être européens, parce qu'ils ont eu, sauf certains, la possibilité de savoir qu'est-ce que ça a été l'Europe. Le grec, ils ont connu certains pays européens par des conditions assez spéciales. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser l'époque de Theotokos qui a eu une vie tout à fait différente, et surtout comme qu'il venait de Chios, les gens de Chios, ils ont été très privilégiés d'aller à Londres vu le business dans le shipping et tout ça. Donc, ils ont fait beaucoup de choses parce que c'était le travail qu'ils ont voulu faire. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire « maintenant, on peut-être veut être européen », mais à l'époque, à ma génération, quand j'étais jeune, l'époque n'était pas permis aux jeunes grecs d'être européens. Merci. Merci beaucoup. Si je peux commenter en 2 mots, je dirais qu'en parlant de
l'Europe pour Theotokos, je ne veux pas placer le débat pour tous les jeunes Grecs. Je parle des intellectuels et d'une caste assez restreinte qui vivait à Athènes et qui suivait de très près le mouvement des idées européens. Et je dirais que Theotokos, et là c'est peut-être le début d'une anecdote, lisait un indice infaillible peut-être, et lisait des journaux étrangers depuis les années 30. Nous avons trouvé chez lui des bouts de presse du journal Le Temps. À l'époque, c'était avant Le Monde, dans l'entre-deux-guerres. Alors, vous voyez cet esprit d'ouverture. Vous avez raison que l'Europe, pour notre génération, sont plus ou moins la même, à savoir dans les années 50 et 60, c'était quelque chose de très lointain et de cher. Les voyages coûtaient beaucoup à l'époque. Pour voyager en Europe, moi je me souvenais jusqu'à l'âge de 25 ans de tous les voyages que j'avais effectués, en tout détail. Et la révolution des voyages n'est survenue que dans les années 70, 80, etc. Et les choses, bien entendu, ont été beaucoup facilitées. Mais je pense que l'idée de se servir, de connaître d'abord les Européens et, bien entendu, d'en tirer avantage du philhellénisme est quelque chose que vous ne pouvez pas nier, vous aussi, avec cette, disons, approche restreinte. Nous avons, depuis Navarin et la guerre de l'indépendance, compris que sans les Européens, la Grèce peut-être n'aurait pas existé. Alors là, il y a cette fameuse double sentiment d'amitié entre-temps et de distance dans l'autre, car nous croyons que les Européens nous exploitent, qui explique un peu cette situation schizophrénique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis persuadé que même la dernière crise la Grèce a été traitée, malgré tout ce qu'on dit, d'une façon très privilégiée. Je suis certain que la moitié d'entre vous ne doit pas être d'accord, mais je suis tout à fait persuadé que c'est le cas. Bon, moi, je voulais juste dire, pour un peu réagir aussi à ce que vous avez dit, c'était un peu l'essence de ma question et de mon intervention tout à l'heure, c'est que, comme M. Alivisatos d'ailleurs vient de le redire, il y a forcément un grand décalage entre un tout petit milieu d'intellectuels d'Athènes qui se sont trouvés jeunes dans une Istanbul où malgré tout il y a beaucoup d'européanité dans le centre, à Beyoğlu, au centre d'Istanbul à cette époque. Il est facile, surtout dans des communautés aussi nombreuses comme la communauté grecque à son époque, il était facile de ne pas parler le turc. C'était... En tout cas, moi, je suis assez bien placée pour savoir que non. Oui. Non, le turc était tout à fait obligatoire dans les écoles. Ensuite, s'ils ne faisaient pas l'effort, c'est autre chose. Bon, très bien. Allez, on va... C'est-à-dire que... mais il est vrai qu'il y avait quand même un décalage entre les réfugiés d'Anatolie, qui étaient pour beaucoup turcophones, enfin on parle de la Grèce maintenant, et puis d'un petit nombre de personnes qui avaient été en contact avec
les lettres européennes à Istanbul, hein, quand même, il faut bien voir. Bon. Bonjour et merci, monsieur Alivisatos, pour toutes ces informations très importantes. Et vous avez parlé du cosmopolitisme de Theotokos, son amour pour la France, son désir de devenir européen, son effort de faire la Grèce devenir européen, tout ça. Et c'est vrai que dans ces livres, dans par exemple les romans Argot ou dans la petite histoire Euripides Pedozales, on trouve des personnages qui sont influencés par la France. Et je voudrais vous poser une question. Parce que moi, comme chercheuse de littérature, je lis son œuvre et je trouve, à part son amour pour la France et l'Europe, un amour aussi pour la Grèce et la grécité. Et je voudrais évoquer par exemple Léonis, l'épisode entre Léonis et son prof de français. Ils ont une petite dispute parce que Léonis veut parler en grec, veut évoluer sa langue grecque, et son prof, il dit que non, quand même, il faut aussi apprendre le français, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'à travers l'amour qu'il a évolué pour la France et l'Europe, il a finalement terminé par aimer davantage la grécité d'une façon un peu complexe, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je vois un lien entre les deux éléments. Un amour pour l'Europe et la France qui détourne vers un amour pour la grécité finalement. Oui. Très bonne question. Une dernière question avant que vous répondiez. Très bonne remarque. Oui. Et dernière question, est-ce que vous pensez que les rumeurs qu'il existe sur le fait que Theotokos a conçu l'histoire d'Argot quand il était à Paris, c'est vrai ou pas? Voilà. Merci. Voilà. Remarque très pertinente. Je pense que la grécité était là. Il ne l'a jamais quittée. Il était amoureux de son pays. Mais une grécité ouverte. Donc une grécité européenne. J'ai utilisé une phrase à la fin de ma conférence. Il aimait les traditions dans la mesure où ces traditions n'empêchaient pas l'ouverture et les idées nouvelles. Et là, je pense que c'est l'essentiel de l'influence française. Ce n'était pas le contraire. Et les adeptes d'un nationalisme traditionnel chez nous vous disent qu'avant tout, ce sont les traditions, les chants populaires, etc., etc., etc. Nous devons, tout le monde dit, nous devons accepter l'influence étrangère, mais dans la mesure où cette influence ne nuit pas à ces traditions. Je pense que c'est exactement le contraire. Nous devons insister sur cette influence étrangère et n'accepter les traditions locales que dans la mesure où ils n'empêchent pas l'introduction de cette influence étrangère. Donc c'était, bien entendu, la grécité, mais une grécité ouverte et cosmopolite. En ce qui concerne Argot, je pense que le mouvement, si j'étais historien des idées, j'aurais commencé par ce livre pour l'évolution du débat dans la Grèce de l'entre-deux-guerres. Vous voyez tout. Je pense que le genre de débat qui avait lieu en France quand il était là, à Paris, quand il était là, l'a amené à reconstituer le débat qu'il a suivi quand il était étudiant en Grèce. Donc, vous voyez là un peu les liens entre les deux. Alors, on va vous remercier. Je crois que vous madame, ne voulez pas, hein, vous ne voulez pas aller prendre un verre, il me semble. C'est vrai qu'on est très contents. Hein. Je voudrais savoir comment maintenant en Grèce Theotokos est reçu. Est-ce qu'il est toujours aussi
connu? Est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'on discute de son œuvre? Bonne question. Je suis en mesure de vous donner une réponse très précise. Les ventes des livres. Alors, figurez-vous que nous avions dans les années que je suis de très près cette évolution, les années 70, 80, 90, nous avions une stabilité. Léonis, première place, et de loin, Argot, deuxième place, et tous les autres beaucoup plus bas. Il y a eu une courbe avec la crise, au début de la crise, fin des années 2000, de 2005, une chute. Et un renouveau après l'avènement de Syriza au pouvoir. Je ne sais pas comment ça s'explique directement, mais je pense que c'est surtout l'appel qu'exerce Theotokos, les essais politiques de Theotokos. Pas tellement la littérature que ses essais politiques. Vous voyez des tas de gens, d'ailleurs de tout le spectre politique, d'invoquer ses opinions. Ce qui est un peu étrange, vous comprenez. Il y a une partie de ces archives, je crois, qui est déposée à Gennadios. Toutes ces archives. Et accessible dans la bibliothèque Gennadios d'Athènes. Oui. Voilà. Donc, parfaitement, tout est accessible à la Gennadios. Voilà. Et dans des conditions excellentes, je dois dire. Que je viens de visiter les archives. C'est un très bon travail qu'ils font. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'ai été beaucoup honoré.